Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un économiste sénégalais, ancien ministre du Plan, de la Coopération et de l'Aménagement du Territoire. Il vient de publier aux éditions Aura un livre intitulé « Demain la République ». Monsieur El Hadji Ibrahima Sall est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Demain la République, qu'est-ce à dire? Demain la République, ça veut dire que ceux qui réclament la République maintenant, en général, mais sans limite à des droits civiques, et ce dont il est question dans Demain la République, c'est d'aller plus loin que les droits civiques, c'est-à-dire les droits politiques réels, c'est-à-dire des droits de participation à l'exercice du pouvoir. Donc c'est une manière un peu de célébrer la révolution citoyenne qui se prépare dans l'ensemble des pays africains et qui exprime un fort désir de participation et de responsabilité en matière politique. Et bien entendu, n'oublions pas encore une fois que la République, mais de Platon, est un idéal et que c'est donc quelque chose qui est en perpétuelle construction et que demain la République, c'est le programme politique au sens le plus noble des pays africains, mais ça peut être aussi le programme de grands pays comme les États-Unis, comme la France. Toujours est-il que demain la République, c'est une actualité parce que la République, c'est toujours un idéal. Demain la République, le livre il est structuré en 3 chapitres. La République en éclat, d'abord, l'État réhabilité et enfin la République exemplaire. D'abord, le premier aspect, la République en éclat. Là, vous avez parlé du président de la République, du Parlement et de la justice. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Alors, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il y a une nécessité et une volonté pour faire la République de demain, d'avoir des institutions plus équilibrées, d'avoir des institutions plus séparées au sens montesquieu du terme, et justement d'avoir un jeu démocratique où les institutions se contrôlent pour le meilleur du gouvernement de la République. Mais c'est un reproche qui revient souvent dans la plupart des gouvernements en Afrique où on ne sent pas une nette séparation de pouvoir. Est-ce que c'est les dirigeants qui n'ont pas la volonté de les séparer ou bien c'est les hommes qui incarnent ces institutions-là qui ne se donnent pas suffisamment de la voix? Il y a les deux. Le président Obama, quand il parlait des institutions fortes en Afrique, n'a pas pensé aux hommes. Et il faut les deux en réalité. C'est des institutions qui doivent être fortes, séparées et jouer leur jeu. Mais à côté, on doit avoir aussi les hommes de qualité qu'il faut, mais pour jouer le jeu. Et quand on a l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Si je prends par exemple l'instrumentalisation du Parlement, il est évident que tous les exécutifs en Afrique ont tendance à instrumentaliser le Parlement, alors que le Parlement doit jouer un rôle de contre-pouvoir essentiel. Mais on ne peut pas non plus avoir de Parlement si on n'a pas les bons députés, si on n'envoie pas les meilleurs dans les partis politiques au Parlement. Donc c'est pour dire qu'il y a une nécessité... Ça, c'est le peuple qui doit jouer. Voilà. Mais c'est le peuple qui doit jouer et ça remet la place de l'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de république sans citoyens. Et les citoyens, et il n'y a pas de citoyens sans éducation. Dans le deuxième chapitre, vous parlez de la réhabilitation de l'État. Là, vous parlez de l'État défaillant, de la forme de l'État et de la sécurité des forces armées. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous alors, l'État défaillant, c'est tout simplement un État qui tourne le dos à l'intérêt général. Parce que le principal rôle d'un État dans une république, c'est d'être garant de l'intérêt général et d'agir dans la protection de l'intérêt général, dans le cadre de la neutralité, mais de l'anonymat et de l'impersonnalité. Et c'est cet État-là qu'il faut restaurer pour qu'enfin nos pays cessent d'être des juxtapositions d'intérêts particuliers pour être vraiment des espaces où on promet l'intérêt général. Et pour ça, il faut un État fort, respecté, juste et qui soit très éthique. Alors, quel est le rôle de l'armée alors sur le plan sécuritaire? Le rôle de l'armée sur le plan sécuritaire, c'est de préserver la sécurité parce que tout simplement, il y a des problèmes d'insécurité énormes. Et la deuxième chose, surtout sur l'armée, c'est que nous avons des processus qui sont essentiellement politiques. C'est-à-dire que l'armée doit être commandée par les civils. Et si les militaires ont le monopole de l'armée, le monopole de la décision revient aux politiques. Et on n'a pas dans les processus de décision en Afrique une solidarité entre ces militaires qui font l'opérationnel et les civils qui donnent les ordres et qui donnent les ordres politiques. Et ça, c'est un problème essentiel pour les politiques de défense, pour les questions de la sécurité. Parce que c'est les questions qui sont les plus importantes et sur lesquelles les civils doivent décider et qui doivent donc être prises en charge par le politique. Dans la troisième partie, vous parlez de république exemplaire. Est-ce que ce n'est pas... comment je dirais, impossible de pouvoir obtenir cette république exemplaire?
C'est possible et il faut commencer par là, même sur les institutions, encore une fois. Quand je dis qu'il faut les hommes qu'il faut, cela veut dire des hommes qui donnent l'exemple. Aujourd'hui, en Afrique, on a l'impression que tout part. L'éthique, la crise des valeurs, les institutions. Mais la seule façon de recolmater ça, c'est de commencer par mettre à la tête de la République, à déléguer le pouvoir du peuple à des hommes qui donnent l'exemple. Et c'est Nietzsche qui disait de façon très brillante, et il aimait utiliser une expression qu'il appelait la double pesanteur du pouvoir, en disant tout simplement que exercer le pouvoir, c'est pas l'exercer sur les autres, c'est l'exercer d'abord sur soi-même. Et cette pédagogie de l'exemplarité, elle est au cœur de la reconstruction et de la reconstitution de la refondation politique pour que, enfin, on puisse avoir des républiques. Dans votre ouvrage, vous appelez les citoyens à un devoir d'introspection. Oui, ils sont appelés à un devoir de rétrospection parce que tout simplement le problème il est plus profond que ça. Quand vous voyez la crise politique, la crise que nous traversons est à la fois une crise morale et une crise politique. Ça veut dire que c'est pas seulement des hommes responsables ou des hommes au pouvoir ou un gouvernement ou un chef de l'État qui est responsable. C'est toute la société qui est en crise et à partir de ce moment-là, le devoir d'éducation... La crise, ça part d'où concrètement? Ça part d'où? Oui, mais moi, je ne sais pas elle part d'où, mais je sais où est-ce qu'elle aboutit et comment la résoudre. Elle aboutit à la crise de l'intérêt général et on la restaure et on la corrige par cette pédagogie, mais de l'exemplarité. Aujourd'hui, la société est malade, les institutions sont malades et les chefs ne donnent plus l'exemple. Alors, l'idée, elle est très simple. Quand vous avez tout ça, vous demandez à la société de rentrer dans un vaste projet de rééducation collective. Donc ce ne sont pas seulement ceux qui ne sont pas éduqués qui doivent être éduqués, mais nous-mêmes, je parle de la politesse, je parle du respect, et je parle de la tolérance. Et toutes ces valeurs-là, toutes ces vertus sont extrêmement importantes. Et notamment quand je parle de la politesse des manières que tout le monde connaît, mais je parle aussi de la politique, de la politesse du cœur, qui est la générosité et qui va fonder les politiques de solidarité. Et la politique aussi, mais de l'esprit, mais qui explique la flexibilité et l'adaptabilité. Vous dites qu'il faut affronter les périls et construire l'avenir. Mais absolument, mais parce que les périls sont énormes. Aujourd'hui, l'Afrique vit une transition démographique sans précédent. Et qu'aujourd'hui, les hommes politiques qui nous dirigent n'ont pas un peu évalué l'intensité et la gravité de cette transition démographique. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle dans la plupart des pays, vous avez plus de 65% de la population qui a moins de 25 ans. Vous avez d'autres types de désirs de démocratie, de désirs de dialogue, de désirs de communication, de désirs de participation qui changent complètement la société. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons effectivement des périls. Et ces périls-là, il faut les regarder en face. D'où la nécessité justement de reconstruire toutes les dynamiques, toutes les politiques de long terme, comme les prospectives, comme les plans, comme tout cela, et engager et avoir plus de visibilité et avoir plus d'horizon sur l'avenir de nos sociétés. On va consacrer les 2 dernières minutes de cette émission à parler un peu de votre domaine, l'économie. Aujourd'hui, les États se fixent comme objectif l'émergence. Oui. Chaque pays dit qu'il faut atteindre l'émergence à une certaine échéance donnée. Mais qu'est-ce que ça dit concrètement l'émergence? Oui, alors l'émergence, mais vous me posez une question mais philosophiquement intéressante déjà. C'est-à-dire que le concept d'émergence fait partie de ce que l'on appelle une philosophie de la totalité. Ça veut dire que quand vous parlez d'émergence, vous partez du fait que 1 + 1 = 3. Donc il y a quelque chose presque de l'ordre de la synergie, mais qui fait l'émergence. Mais ça, c'est la première chose. Alors, est-ce que c'est un objectif? Mais je pense que c'est plus un thème de mobilisation politique qu'un objectif. Opérationnellement, il faut aller plus loin. L'émergence ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par là et il appartient effectivement aux hommes politiques et aux femmes politiques de clarifier ce discours-là. Mais au-delà de l'émergence, il y a aussi le taux de croissance, parce que chaque État aujourd'hui s'arrange pour avoir un bon taux de croissance. On prône même un taux de croissance à 2 chiffres dans certains pays. Mais est-ce que cela est souvent le reflet de la santé économique du pays? Et quand je parle de la santé économique du pays, est-ce que tous les citoyens le ressentent, ce taux de croissance? Non, mais absolument pas. Vous posez la bonne question. Le premier point, c'est que d'abord, les taux de croissance, il n'est pas donné à n'importe qui de faire des taux de croissance à double chiffre. Il faut une société qui suit, des habitudes qui suivent, des mentalités qui suivent. Donc, c'est la première limite. La deuxième chose, c'est que à structure économique, à pays donné, à taux de croissance donné, 5% dans un pays A et dans un pays B, le pays B peut avoir beaucoup plus de bienfaits
parce que tout simplement, ils n'ont pas la même structure économique. Donc c'est pour dire que l'affaire n'est pas une question de taux, c'est une question de qualité de croissance. Et c'est une question de comment la croissance a été organisée autour de quel pilier. Et à partir de ce moment-là, effectivement, mais vous basculez vers des problèmes de réduction de la pauvreté, vers des problèmes de bien-être, ainsi de suite. Dernière question dans cette émission. Votre pays, le Sénégal, sur le plan macroéconomique, présente des forces et des faiblesses. Alors, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses? Les forces, c'est que nous avons un cadre macroéconomique qui est très stable, des déficits qui sont maîtrisés. Nous avons entrepris de très bonnes réformes dans le domaine des finances publiques et nous avons aussi une économie plus ou moins diversifiée. Nos faiblesses, c'est que nous avons toujours des césures très fortes entre le rural et l'urbain, entre le secteur informel et le secteur formel. Notre croissance n'est pas assez suffisante. Notre compétitivité est très faible parce que nous avons une balance qui dégringole depuis très longtemps et nous avons des problèmes de compétitivité. Et ce qui fait que nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Les immigrés au Sénégal envoient 2 milliards par jour, 2 milliards CFA. Donc nous avons des problèmes comme ça structurels dans l'économie qui fait que nous ne sommes jamais attaqués à la base, au fondement même de l'économie. Donc encore une fois, c'est un problème de planification et il faut travailler sur les ressources de base pour réorienter l'économie et pour traiter ces problèmes de compétitivité. Encore une fois, la question essentielle, c'est deux choses, c'est que nous produisons mal et pas assez. Et deuxième chose, nous avons des problèmes d'emploi qui constituent l'un des problèmes, le seul problème, à mon avis, social et économique de notre pays. Monsieur El Hadji Ibrahim Sall, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste, ancien ministre du plan de la coopération et de la réforme. L'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Vous êtes auteur de ce livre, Demain la République. Demain la République, un ouvrage qui est paru aux éditions Aura. Chers invités, on aura le temps de se retrouver un autre jour pour approfondir ce beau débat que nous avons amorcé. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.